La chaleur étouffante de l'été américain s'abattait sans pitié sur tous les toits, s'infiltrant à travers les stores de la chambre d'amis exigus. Le deuxième matin après mon mariage et un week-end de célébration épuisant. Je me suis réveillé avec des douleurs dans tout le corps. L'épreuve exténuante de devoir divertir les invités. De danser et de garder un sourire forcé pendant des heures dans une lourde robe de mariée ankylosée. Encore mes muscles. J'ai pris une grande inspiration. Avec l'intention de prendre un café rapide et de sortir faire quelques courses avant notre emménagement officiel la semaine suivante dans notre nouvelle maison de ville de 1,5 million à Lincoln Park. Mais au beau milieu du salon se tenait Brianna, ma nouvelle belle-sœur. Les bras croisés et le visage empreint de défi. Brianna avait 22 ans. Elle venait de décrocher un diplôme inutile, mais refusait catégoriquement de chercher un travail. Elle restait à la maison toute la journée, vivant au crochet de ses parents et de son frère. Mais la réalité m'a giflé en pleine figure dès que j'ai franchi la porte de la chambre. Le salon, autrefois immaculé, ressemblait aux vestiges d'une fête étudiante sauvage. Des canettes vides d'eau pétillante alcoolisée. Des flaques d'alcool collantes et des boîtes de pizza à moitié mangées jonchaient le précieux tapis perçant. L'odeur de bière éventée et une légère effluve de vomi près du canapé me soulevaient le cœur. Vautrés sur le canapé d'angle se trouvaient Brianna et deux de ses amies tout aussi comateuses. En me voyant arriver, Brianna a levé le menton. Il n'y avait pas une once de honte sur son visage. « Ah, super. Tu es debout. » a-t-elle gémi en se massant les tempes et en pointant du doigt la cuisine. « On a fait une petite fête hier soir. Prends des sacs poubelles et nettoie ce bazar. Oh. Et mes amis meurent de faim. Prépare-nous tes toasts à l'avocat et fais une verseuse de café frais. Mais j'utilise les bons grains du torréfacteur local, pas la saleté bon marché du supermarché. » Je suis resté figé quelques secondes, me demandant si j'avais bien entendu. Moi, vice-présidente du marketing gérant des dizaines d'employés. Habituée à la pression des objectifs trimestriels et des contrats de plusieurs millions de dollars. Je recevais des ordres d'une peste gâtée pour nettoyer son bazar d'ivrogne. Pour mon deuxième jour dans la maison familiale de mon mari, j'ai pris une grande inspiration. M'efforçant de rester aussi calme et poli que possible. Regardant Brianna droit dans les yeux, j'ai parlé lentement mais fermement. Brianna, je suis entrée dans cette famille en tant qu'épouse. Pas comme femme de ménage. Je travaille et je contribue financièrement tout comme ton frère Kevin. Si tes amis et toi faites la fête, vous nettoyez derrière vous. Je ne vais pas frotter du vomi sur le tapis. Et je ne suis certainement pas ta cuisinière personnelle. À ce moment-là, ma belle-mère, Patricia, est sortie de la cuisine. Elle portait un chemisier pastel immaculé. Son visage affichait cette hypocrisie bourgeoise caractérisée. Ce faux accueil mielleux qui masquait un jugement profond. Voyant la tension entre nous. Elle n'a pas prononcé un seul mot de réprimande à l'encontre de sa fille biologique. Au lieu de cela, elle s'est approchée. M'a tapoté l'épaule et a parlé d'un ton mielleux d'une agressivité passive douloureuse. « Oh, laisse tomber, ma chérie », a murmuré Patricia. « Ta belle-sœur est encore dans sa phase de fête et ne se sent pas bien aujourd'hui. Tu es un nouveau membre de la famille. Montre le bon exemple. Prends une serpillière. Fais un rapide coup de propre et prépare-leur quelque chose à manger pour qu'on en finisse. Gâte-la. Un peu pour maintenir la paix dans la maison. La famille prend soin de la famille. » Le favoritisme flagrant de Patricia a poussé ma frustration à son comble. L'injustice était criante. Brianna était une adulte. Ce n'était pas une enfant qu'il fallait couver face à des exigences aussi absurdes. J'ai délicatement retiré la main de ma belle-mère de mon épaule. Conservant un ton mesuré mais inébranlable. « Patricia, je respecte la façon dont vous tenez votre maison. Mais ce qui est juste. Si je nettoie le bazar d'ivrogne de Brianna aujourd'hui, alors demain, après-demain et pour le reste de ma vie. Jouer les femmes de ménage non payées deviendra mon travail. J'ai un emploi exigeant. J'ai besoin de repos moi aussi. Brianna est une adulte.
Elle doit assumer la responsabilité de ses actes. En entendant mes paroles, le faux sourire mielleux a disparu des lèvres de Patricia. Son visage s'est assombri et un regard de mépris manifeste est apparu dans ses yeux. Elle m'a toisé de haut en bas. A tourné les talons et s'est mise à marmonner entre ses dents sur ces féministes modernes insolentes, qui n'ont aucun respect pour leurs aînés. L'air du matin, déjà suffocant à cause de la chaleur, est devenu encore plus lourd, annonçant une énorme tempête sur le point de frapper la maison. Les murmures de ma belle-mère sont rapidement parvenus aux oreilles de Franck. Mon beau-père, qui buvait son café noir à la table de la salle à manger, s'est immédiatement levé. C'était un homme de la soixantaine, à la carrure imposante et au visage qui rayonnait une hostilité constante. Il avait passé toute sa vie comme chef d'équipe dans une grande usine de fabrication. Il était habitué à aboyer des ordres et à soumettre les autres à sa volonté de faire. Son chauvinisme ancré lui faisait considérer les femmes de son foyer comme des subordonnées, destinées à servir et obéir. Franck s'est avancé vers moi à grands pas lourds. Ses yeux étaient injectés de sang et son gros doigt calleux était pointé directement vers mon visage. Son hurlement a résonné dans le salon comme un coup de tonnerre. « Qu'est-ce que tu viens de dire » a-t-il rugi. « Sous mon toit. Tu feras preuve de respect. Tu ne manqueras pas de respect à ma famille et tu ne feras pas comme si tu diriges ici juste parce que tu gagnes un peu d'argent. Qu'est-ce que ma fille a dit qui te donne le droit de répliquer? Tu n'es là que depuis 2 jours et tu te comportes déjà comme une princesse gâtée qui ne lève pas le petit doigt. Avant même que je ne puisse ouvrir la bouche pour m'expliquer, j'ai senti un courant d'air froid contre mon visage. Une gifle assourdissante a frappé ma joue gauche. La force du coup asséné par un homme habitué à des décennies de travail manuel était si immense que j'ai chancelé, les oreilles sifflantes, des étoiles explosant devant mes yeux. Une douleur brûlante s'est répandue sur mon visage. Et j'ai senti le goût métallique du sang s'écoulant du coin de ma bouche. Un silence terrifiant s'est abattu sur toute la pièce. Brianna a couvert sa bouche avec sa main et a fait un pas en arrière. Patricia est restée figée, bien qu'elle n'ait pu cacher une lueur de satisfaction sur son visage. Franck a bombé le torse et s'est tenu les mains sur les hanches, posant en patriarche absolu qui venait d'imposer son autorité impitoyable. Il attendait que je pleure, que je m'effondre, que je me mette à m'excuser. Mais je n'ai pas pleuré. Pas une seule larme n'est tombée. Une vague extrême de rancœur s'est métamorphosée en une force froide et terrifiante qui a parcouru mon échine. J'ai essuyé le sang au coin de ma bouche, tirant mon iPhone de la poche de mon pyjama. Sans quitter Franck des yeux, j'ai tapé 3 chiffres sur l'écran, 911. En voyant le numéro d'urgence s'allumer sur l'écran, l'air suffisant de Franck a disparu. Il a été remplacé par une panique pure et une rage violente. Espèce de petite. Donne-moi ce téléphone, a-t-il rugi, s'élançant vers l'avant. Ses lourdes mains tendues pour m'attraper et me frapper à nouveau. Mon instinct de survie a pris le dessus. J'ai reculé précipitamment dans la cuisine ouverte jusqu'à ce que mon dos heurte le comptoir en granit. Ma main a cherché désespérément derrière moi, saisissant la première chose qu'elle a touchée sur le bloc de couteau en bois. Un lourd couteau de chef en acier de 20 cm. Alors que Franck franchissait le seuil de la cuisine, j'ai levé la lame, la pointant directement vers sa poitrine. Si vous faites un pas de plus, je jure devant Dieu que je m'en sers, ai-je sifflé. Ma voix résonnant d'une détermination glaciale qui l'a stoppé net dans sa course. Franck a pilé sur place, ses grosses bottes glissant sur le parquet. Son visage arrogant et injecté de sang est devenu complètement pâle. Il a levé les mains en l'air et a reculé, terrifié par les conséquences mortelles de sa propre violence. Patricia a hurlé, se tapissant et s'agrippant au bras de sa fille tremblante. Leur arrogance et leur patriarcat venaient d'être complètement écrasés par ma légitime défense. Féroce et sans compromis. Ignorant leur terreur. Je me suis retourné et j'ai marché d'un pas mesuré jusqu'à la chambre d'amis, claquant la porte derrière moi. Le déclic sec du verrou a résonné, me coupant du monde toxique et suffocant du dehors.
Dès que la porte s'est fermée, je me suis laissé glisser sur le sol, le dos appuyé contre le mur. Mon cœur battait la chamade, mes mains tremblaient encore sous l'effet de l'adrénaline. C'est alors que Kevin, l'homme à qui j'avais confié mon avenir à peine 2 jours plus tôt, s'est extrait maladroitement des draps emmêlés. Le bruit assourdissant dans le salon et le claquement agressif de la porte l'avaient enfin tiré de son sommeil profond. Kevin s'est frotté les yeux, a bâillé bruyamment et m'a regardé d'un air hébété. C'était un développeur informatique qui passait ses journées rivé à 2 écrans. C'était un chic type, mais incroyablement passif, peureux et terrifié par le moindre conflit. Il s'est levé lentement du lit, plissant les yeux en remarquant mon visage rouge et enflé marqué d'une trace de main massive, ainsi que le sang frais sur ma lèvre. Mais au lieu de se précipiter pour me prendre dans ses bras, me demander ce qui s'était passé ou vérifier si j'allais bien, Kevin a commencé à regarder frénétiquement vers la porte. Il a collé son oreille contre le bois, écoutant le silence étrange à l'extérieur. Puis s'est tourné vers moi avec un regard accusateur. Fronçant les sourcils d'agacement, il a baissé la voix. « C'est quoi ce cirque que tu viens de faire là-bas ?» Dès que j'ai ouvert les yeux, j'ai entendu des cris. Ma mère m'a dit que tu as sorti un couteau contre mon père alors qu'il essayait juste de te calmer. Pourquoi tu te mets tout à coup à menacer tout le monde? Et si les voisins avaient appelé les flics? Sa déception a été comme un seau d'eau glacée versé sur le feu de la rancœur dans mon cœur, éteignant le peu d'espoir qu'il me restait pour ce mariage. Je me suis levé d'un bond. Je me suis approché très près de Kevin et l'ai forcé à regarder directement l'hématome enflé sur mon visage. J'ai grondé, chaque mot perçant sa lâcheté. Ouvre les yeux et regarde. Ton père m'a fait ça parce que j'ai refusé de jouer les femmes de ménage pour ta petite sœur gâtée et de nettoyer le vomi de sa fête d'étudiant. Ta mère l'a laissé faire et ton père m'a frappé si fort que j'ai vu des étoiles. Dis-moi. Kevin, est-ce que Frank avait raison ou tort de me frapper? Kevin avait l'air effrayé. Ses yeux fuyaient, évitant mon regard. Il s'est gratté la nuque, les mains tremblantes, ne sachant que faire. Après un moment de bégaiement, il a commencé à débiter des excuses qui m'ont rendu physiquement malade. Tu dois comprendre mon père, a-t-il plaidé faiblement. Il est de l'ancienne école, et ces derniers temps, il perd facilement patience. Tu aurais juste dû lui montrer du respect. Si tu avais fait un effort pour désamorcer la situation. Pourquoi t'aurais-il frappé? Nous sommes mari et femme. Tu dois apprendre à choisir tes batailles. Le compromis apporte la paix. Comment suis-je censé regarder mes parents dans les yeux maintenant? Après ta réaction agressive? Cette phrase, le compromis apporte la paix, sortant de la bouche de Kevin, a été le coup de grâce qui a tranché le fragile fil d'affection entre nous. Un homme hautement diplômé avec un salaire de développeur senior, qui s'accrochait encore à des arguments aussi archaïques, tolérant la violence domestique et attendant de sa femme qu'elle laisse piétiner sa dignité juste, pour ne pas être dérangé. Il avait seulement peur du drame familial. Il ne se souciait absolument pas du traumatisme physique et psychologique de la femme qu'il prétendait aimer. En le regardant se rapetisser de peur devant ses propres parents, j'ai souri amèrement. Un sourire amer face à ma propre stupidité pour avoir ignoré tous les signaux d'alarme. Sans un mot de protestation, je me suis retourné. J'ai tiré ma valise du coin de la pièce et j'ai calmement ouvert la fermeture éclair. J'ai rassemblé tous mes vêtements, mes affaires de toilette et mon ordinateur portable, en les fourrant à l'intérieur. Chaque objet était rangé avec une détermination qui reflétait la résolution grandissante dans mon esprit. Ce mariage, à partir du moment où cette gifle était tombée et où mon mari avait choisi de détourner le regard, était officiellement mort. J'ai fermé la valise d'un geste sec dont le bruit a déchiré le silence de la chambre. Le bruit des roulettes roulant sur le parquet était froid et sans appel. Voyant que je partais vraiment, Kevin a paniqué. Il a tendu la main pour attraper la poignée de la valise. Mais son geste était faible et manquait de conviction.
Il a supplié de manière soumise. Alice, s'il te plaît. Ne monte pas ça en épingle. Faire tes bagages et retourner chez tes parents le 2e jour après. Notre mariage va faire de nous la risée de tout le monde. Reste juste dans la chambre et mets de la glace sur ton visage. Je vais aller parler à mon père. Je t'en supplie. J'ai repoussé la main de Kevin. Il n'y avait rien d'autre qu'un mépris absolu dans mon regard. J'ai répondu clairement. C'est de toi qu'on va rire, Kevin. Pas de moi. J'ai une carrière. Une indépendance financière et du respect pour moi-même. Il n'y a aucune raison au monde pour que je me cache dans cette chambre et que je serve de punching ball à ton père maltraitant. Pousse-toi de mon chemin. J'ai déverrouillé la porte de la chambre et je suis sorti dans le salon, la tête haute. Frank était assis dans un fauteuil, le visage encore rouge des restes de sa colère. En me voyant traîner mes bagages, il a crié. « Si tu te crois si forte, alors tire-toi de ma maison. Et une fois dehors. Ne reviens pas en rampant. » En pleurant et en me suppliant de te laisser entrer. Cette famille ne tolère pas les folles qui menacent leur belle famille avec des armes. Patricia et Brianna se tenaient blottis près de l'îlot de la cuisine, me foudroyant du regard à chacun de mes pas. Ignorant leur énergie toxique, j'ai franchi la porte d'entrée et j'ai commandé un Uber. 15 minutes plus tard, un SUV noir s'est arrêté le long du trottoir. J'ai chargé ma valise. J'ai claqué la portière et j'ai laissé derrière moi cette maison suffocante et ces inconnus qui se lisaient une famille. L'Uber glissait doucement dans les rues de Chicago, des vagues de chaleur ondulant sur l'asphalte. Assise sur le siège arrière, en regardant défiler les centres commerciaux. Mon adrénaline est enfin retombée. Tout le choc, la trahison et l'humiliation que j'avais refoulées ont soudainement éclaté. Des larmes ont coulé sur mes joues, qui me brûlaient encore douloureusement. Lorsque la voiture s'est arrêtée devant la maison de mes parents dans un quartier résidentiel calme et aisé de Naperville. J'ai essuyé mes larmes, pris une grande inspiration et traîné ma valise dans l'allée. Ma mère, Marie, une infirmière à la retraite, arrosait les géraniums devant la maison. En me voyant sortir de l'Uber avec mes bagages. Elle a lâché le tuyau d'arrosage et est accourue en panique. « Alice, ma chérie, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce qui est arrivé à ton visage? Oh mon Dieu! C'est tout enflé. » s'est-elle écriée. J'ai jeté mes bras autour du cou de ma mère et j'ai sangloté à chaudes larmes comme une petite fille. Mes pleurs ont fait sursauter mon père, Richard, un proviseur de lycée à la retraite, qui lisait le journal du matin sur le porche. Il a dévalé les marches, son visage passant de la confusion à une horreur absolue. Après me être calmé à l'intérieur, je me suis assise sur le canapé de leur salon avec une poche de glace et j'ai raconté le moindre détail. Depuis Brianna exigeant que je sois sa servante personnelle. En passant par la complicité toxique de Patricia, la gifle brutale de Frank. Jusqu'à la réaction lâche de Kevin. En entendant le récit, mon père est entré dans une telle rage qu'il a frappé du poing sur la table basse. C'était un homme qui avait passé sa vie à former de jeunes esprits. Qui avait vécu avec intégrité et qui m'aimait d'un amour inconditionnel. Il a grondé. Ta mère et moi t'avons chéri et protégé toute ta vie. Nous n'avons jamais levé la main sur toi. Et cette brute a osé te frapper. Kevin est un lâche sans colonne vertébrale. Je soutiens pleinement ta décision d'annuler ce mariage ou d'obtenir un divorce immédiatement. Il n'y aura pas de thérapie de couple, pas de réconciliation. Ma fille n'a rien à faire dans une maison de bourreaux. Ma mère me tenait les épaules, pleurant des larmes de furie et de désespoir. Pendant ce temps, mon iPhone vibrait sans fin sur la table d'appoint. L'écran affichait des dizaines d'appels manqués et de SMS de Kevin. Les messages étaient remplis d'excuses vides entremêlées de phrases défendant sa famille. Me suppliant de revenir pour ne pas faire honte à la famille juste après le mariage. J'ai parcouru les messages avec un profond dégoût et j'ai basculé mon téléphone en mode ne pas déranger.
quel que soit le bref lien marital qui nous unissait. Il était définitivement et irréversiblement mort. Ma résolution a plongé la belle famille dans un état de panique. Ils ne s'attendaient pas à ce qu'une femme moderne et accomplie réplique aussi violemment et parte. Sur le champ. Plus que quiconque, Patricia était la plus calculatrice. Elle savait parfaitement que si je demandais le divorce maintenant, nos biens communs. La magnifique maison de ville de 1,5 million à Lincoln Park que nous avions acheté juste avant le mariage devrait être partagée. Mes parents avaient fourni un acompte colossal de 300 000 $ en guise de cadeau de mariage. Tandis que Frank et Patricia n'en avaient versé qu'une fraction dérisoire, 60 000 $. Terrifiés par la perspective d'une bataille juridique compliquée et de la perte de leur argent, Patricia a déployé sa tactique psychologique la plus vile, le réseau de commérage de la banlieue. Téléphone en main, Patricia a passé toute l'après-midi à appeler tous nos amis de famille communs. Les dames de son country club. Les tantes et tous ceux qui voulaient bien l'écouter dans leur cercle social. Elle a exploité au maximum ses talents d'actrice de ménagère manipulatrice, jouant la victime pitoyable dans l'histoire d'une nouvelle belle-fille désastreuse. À travers son récit mensonger et larmoyant, la vérité a été complètement déformée. Elle a répandu des rumeurs selon lesquelles j'étais une princesse gâtée et prétentieuse qui, forte de mon gros salaire dans le secteur privé, refusait de lever le petit doigt à la maison. Elle a prétendu que j'avais hurlé des profanations à Brianna pour une histoire de lessive. Et que je l'avais insultée elle et Frank avec irrespect. Le point d'orgue de son histoire inventée était que j'étais entré dans une rage psychotique. Que j'avais saisi un couteau de boucher et que j'avais menacé d'assassiner mes beaux-parents d'eux. Sans froid, les terrifiant au point qu'ils avaient failli appeler la police. Elle a totalement omis le fait que son mari m'avait frappé si fort qu'il m'avait laissé une trace de main sur le visage. La vitesse à laquelle les informations se propagent dans les familles très unies est plus rapide qu'un feu de forêt. Le soir même, mon téléphone explosait de messages d'amis communs. À leur tour, mes parents recevaient des appels gênants de personnes présentes au mariage qui cherchaient à obtenir des ragots. Mon père n'avait aucune tolérance pour ce genre de comédie. Quand quelqu'un appelait, il déclarait simplement: écoutez-moi très attentivement. Je connais ma fille. Alice ne sortirait jamais un couteau à moins de défendre sa propre vie. Elle a été frappée au visage par Frank de toute sa force au point d'en avoir un bleu. Simplement parce qu'elle a refusé d'être la servante de sa fille. Tenir ce couteau était de la légitime défense contre un homme violent. Patricia répand des mensonges pour cacher le fait que son mari est un homme violent. Les avocats s'en occupent déjà. N'appelez plus chez moi pour déverser votre venin. Je défendrai ma fille avec tout ce que j'ai. Puis il raccrochait fermement. Les réponses fermes de mon père ont fait taire les parents indiscrets qui raccrochaient confus, abasourdis par la vérité. Assise là à écouter mon père défendre féroce ma dignité, mon cœur s'est gonflé d'amour. Je savais que j'avais un soutien inébranlable. Peu importe la tempête que Patricia essayait de déclencher dehors, dans cette maison. J'étais en sécurité. Forte de cette certitude, j'ai commencé à planifier mes étapes suivantes pour exposer l'hypocrisie de ma belle famille et réclamer justice. Je refusais catégoriquement de perdre cette bataille. La tempête de ragots s'est progressivement calmée après les avertissements de mon père. Notre premier dîner de retour à la maison a été calme mais rempli d'amour. Maman a mis une portion supplémentaire de poulet rôti dans mon assiette, ses yeux fixant tristement le bleu-violet sur ma joue. Assis en face de moi, papa m'a dit de me reposer. Il a dit qu'il engagerait un avocat spécialisé dans les divorces impitoyables dès la première heure. Le lendemain matin, de retour dans ma chambre d'enfance familière, je m'allongeai sur le lit, ressentant la sécurité absolue que cette maison m'offrait. Cependant, avec l'instinct d'une cadre dirigeante en marketing aguerrie et habituée à la gestion de crise, je savais parfaitement que dans toute bataille d'entreprise ou juridique, la vérité n'appartient qu'à celui qui détient les preuves. Les paroles ne sont que des paroles.
La manipulation larmoyante de Patricia, aussi inventée soit-elle, pouvait compliquer le récit pendant le règlement du divorce. Si je demandais le divorce maintenant et réclamais la maison de Lincoln Park, ils utiliseraient certainement tous les coups bas juridiques pour salir ma réputation. Ils se serviraient de l'excuse de l'arme pour me forcer à renoncer aux 300 000 $ d'acompte versés par mes parents. Je ne pouvais pas simplement rester me croiser les bras et laisser faire. Je devais leur tendre un piège pour les forcer à avouer. Je me suis assise, j'ai pris mon iPhone. J'ai désactivé le mode ne pas déranger et j'ai ouvert la conversation e-message avec Kevin. Les SMS qu'il avait envoyés plus tôt étaient toujours là. Pour la plupart des suppliques désespérées et pathétiques pour que je revienne afin de sauver les apparences. J'ai souri intérieurement. Kevin était un homme vraiment naïf qui fuyait le conflit à tout prix. Pensait-il que quelques SMS pouvaient effacer une violence physique? J'ai survolé le clavier avec mes pouces, calculant soigneusement mes mots pour rédiger un SMS qui deviendrait un piège juridique. J'avais besoin que Kevin admette par écrit que sa mère mentait. J'ai tapé, Kevin. Sois honnête avec moi. Est-ce que ta mère appelle vraiment ma famille pour raconter que j'ai attaqué ton père avec un couteau sans aucune raison? A-t-elle commodément oublié de dire à tout le monde que Frank m'a frappé si fort au visage que j'ai un bleu, et que c'est arrivé juste avant? J'ai envoyé. Presque instantanément, la confirmation de lecture est apparue, suivie de la bulle de saisie. Je savais que Kevin était assis collé à son téléphone, attendant désespérément ma réponse. 1 minute plus tard, son message est arrivé. Chaque mot était un billet d'or. Kevin a répondu, « Alice, je suis tellement désolé. Ma mère a paniqué et avait honte. Alors elle a exagéré l'histoire à ta tante. Elle ne voulait pas que les gens jugent mon père. Alors elle a omis le passage où il t'a frappé et n'a parlé que du couteau. S'il te plaît, essaie de comprendre. Ils sont âgés et tiennent trop à leur réputation dans le quartier. Je te promets que je vais la faire arrêter d'appeler les gens. Reviens juste à la maison. On peut aller voir un conseiller de couple. » J'ai lu son message 2 fois. Exactement comme je l'avais prédit. Le besoin désespéré de Kevin d'arranger les choses m'avait donné exactement ce dont j'avais besoin. Il ne s'était même pas rendu compte qu'il venait de me fournir une preuve écrite et horodatée contre ses propres parents. Ses excuses, avouant que Frank m'avait agressé et confirmant que Patricia mentait activement, exposaient complètement leur triste réalité. Sans hésiter, j'ai pris des captures d'écran de toute la conversation. J'ai téléchargé les photos directement sur mon Google Drive sécurisé et je me les suis envoyées par email. Armé de cette preuve, je me suis enfin endormi, gardant mes forces pour la guerre à venir. Le lendemain matin, la chaleur était déjà étouffante dès 9 heures. L'enflure sur mon visage avait diminué, mais le bleu foncé ailé était impossible à cacher. Ma mère préparait des pancakes dans la cuisine quand la sonnette a retenti joyeusement. Papa est allé ouvrir. À travers la porte entr'ouverte, j'ai immédiatement reconnu la silhouette de ma belle-mère. Patricia se tenait sur le porche, vêtue d'une élégante robe d'été fleurie. Ses cheveux étaient parfaitement coiffés, contrastant fortement avec son air amer et malveillant de la veille. Aujourd'hui, un doux sourire équerre et écœurant ornait son visage. Dans ses mains, elle tenait un grand panier de fruits décoratifs très chers et une boîte de chocolat Godiva artisanaux. En voyant mon père ouvrir la porte, Patricia la saluait chaleureusement. Sa voix dégoulinante d'un faux charme qui contredisait totalement le venin qu'elle avait déversé à mes proches. « Bonjour Richard », a-t-elle dit en rayonnant. J'ai apporté une petite attention pour prendre des nouvelles de notre Alice. Nous avons eu un petit malentendu idiot hier. Vous savez comment sont les jeunes mariés avec le stress? Je suis venu voir si je pouvais emmener Alice déjeuner et la ramener à la maison pour que les enfants puissent tout arranger. Je n'ai pas laissé mon père répondre. Je suis passé devant lui, bloquant l'entrée de mon propre corps. J'ai fixé le panier coûteux et son sourire en plastique. Mon père,
n'ayant aucune intention de la laisser entrer, a croisé les bras. Sa voix froide comme la glace. Patricia, nous n'accepterons aucun cadeau de votre part, a-t-il répondu platement. Hier après-midi encore, vous pleuriez au téléphone auprès de ma sœur, accusant ma fille d'être une folle furieuse qui cherchait à assassiner votre famille. Et aujourd'hui, vous vous tenez sur mon porche en jouant les gentilles belles-mères. Nous n'arrivons vraiment pas à suivre votre comédie. Le sourire sur le visage de Patricia s'est figé. Elle a changé d'appui inconfortablement, essayant de garder son calme. Elle a baissé la voix, tentant de faire machine arrière. Oh, Richard, vous prenez ça trop au sérieux. Hier, ma tension a monté. Et sous le coup de l'émotion, j'ai peut-être dit un peu trop de choses à votre sœur. Nous sommes une famille maintenant. Soyons compréhensifs les uns envers les autres. Les enfants traversent juste une passe difficile. Nous devrions les encourager à rester ensemble, pas les pousser vers des avocats. À ce moment-là, ma mère est sortie de la cuisine, incapable de retenir sa langue plus longtemps. Pointant du doigt la rue, elle a crié. Les encourager? Votre fille a traité Alice comme une servante. Votre mari a giflé ma fille son deuxième jour de mariage. Vous étiez là à ne rien faire. Et ensuite vous avez activement essayé de détruire sa réputation. Vous pensez qu'un panier de fruits et des chocolats efface une agression? Sortez de chez nous. Nous ne tolérons pas les hypocrites. J'ai fait un pas sur le porche. Mes parents ont naturellement fait un pas en arrière, me laissant affronter cette femme terrifiante directement. Le soleil du matin a éclairé mon visage, mettant clairement en évidence la marque sombre des 5 doigts sur ma joue. En voyant la preuve physique de la violence de son mari, Patricia a eu l'air visiblement ébranlée, mais a essayé de le cacher par un rire nerveux. J'ai regardé droit dans ses yeux, abandonnant tout semblant de politesse. J'ai articulé chaque mot d'un ton glacial. Prenez vos chocolats et partez. Dites à Franck de rester loin de moi. Soit il rencontre mon avocat au tribunal concernant le partage des biens. Soit je dépose une ordonnance de protection permanente et je porte plainte pour agression et coups et blessures. Je n'ai aucune patience pour jouer à vos jeux de ménagère victime. Mon ultimatum a frappé Patricia comme un coup physique. Elle a compris que son plan pour manipuler le récit et sauver leur investissement financier dans la maison avait complètement échoué. Incapable de débiter un autre mensonge, son visage est devenu rouge de colère. Elle s'est retournée brusquement, ses talons claquant agressivement sur l'allée, et a pratiquement jeté le lourd panier dans le coffre de sa Lexus. Les pneus ont crissé lorsqu'elle a démarré en trombe, emportant avec elle l'humiliation amère d'une narcissique dont le masque venait d'être arraché. J'ai fait un pas en arrière, fermé la porte et suis retourné dans la cuisine pour manger les pancakes de ma mère, me préparant mentalement pour le coup bas suivant de ma belle famille. Cet après-midi-là, alors que j'étais assise avec mon MacBook à rattraper mes emails professionnels, mon téléphone a vibré. C'était un message de ma meilleure amie et demoiselle d'honneur. Elle m'a envoyé une capture d'écran accompagnée d'un SMS indigné. Regarde Facebook tout de suite. Je n'en reviens pas. J'ai froncé les sourcils et ouvert la photo. C'était une publication publique sur le profil de Brianna. Le post me taguait ainsi que Kevin et était rempli d'insinuations toxiques visant à rejeter la faute sur la victime. Brianna avait écrit. Est-ce que quelqu'un d'autre a déjà eu affaire à une belle-sœur toxique et prétentieuse? Imaginez. Entrer dans une famille et agir immédiatement comme si vous dirigiez tout. Refuser d'aider aux tâches ménagères de base. Puis crier et menacer vos beaux-parents âgés quand ils vous demandent un peu de respect. Une vraie mariée hystérique venue tout droit de l'enfer. Quiconque épouse une féministe radicale comme ça est condamné. Priez pour mon frère. Sous la publication, plusieurs amis de promo de Brianna et des amis de la famille sont allés dans son sens, me moquant et lui demandant plus de détails.
Mon sang n'a fait qu'un tour. Le culot de cette fille de 22 ans n'avait pas de limite. Non seulement elle n'avait aucune conscience d'elle-même lorsqu'elle m'avait ordonné de faire ça. Lessive. Mais elle utilisait maintenant les réseaux sociaux pour susciter la sympathie et me faire passer pour l'agresseuse. Grâce à mon expérience de vice-présidente en marketing formée à la gestion de crise, je savais qu'argumenter avec elle dans les commentaires me ferait seulement passer pour une folle. J'ai choisi une solution beaucoup plus directe, impitoyable et juridique. J'ai pris mon iPhone, je suis allé vers la fenêtre où la lumière naturelle était la meilleure. J'ai tiré mes cheveux en arrière et j'ai allumé l'appareil photo frontal. J'ai pris un selfie sans filtre, en gros plan. La photo haute résolution capturait le bleu sombre, l'enflure et l'empreinte inestimable des gros doigts de Franck sur ma joue. L'épuisement et la colère froide dans mes yeux étaient perçants. J'ai ouvert Messenger et je suis allé directement dans la boîte de réception de Brianna. Je n'ai pas commenté sa publication publique. À la place, j'ai envoyé cette photo directement dans ses messages privés. Avec cette preuve irréfutable, j'ai rédigé un message court et redoutable. Écoute-moi attentivement, Brianna. Tu écris de superbes fictions. Mais as-tu vraiment envie que je publie cette photo haute résolution de mon visage avec un rapport de police détaillé expliquant comment ton père a physiquement agressé sa nouvelle belle-fille? Directement en commentaire sous ta petite publication. Voyons si tes amis de la fac étaient contacts. Pense que ta famille est traditionnelle ou juste une bande de ratés violents. J'ai envoyé. En moins de 10 secondes, l'icône du profil de Brianna est descendue au bas de la discussion, indiquant qu'elle l'avait lu. Je ne pouvais qu'imaginer le visage de cette princesse arrogante se vider de son sang. Exactement 3 minutes plus tard, j'ai rafraîchi la page Facebook. La publication diffamatoire avait disparu sans laisser de traces. J'ai souri victorieusement et posé mon téléphone. Son harcèlement enfantin venait d'être neutralisé par une vérité irréfutable. Cette nuit-là, me retournant dans mon ancien lit, j'ai analysé la position des pièces sur l'échiquier. Le SMS de Kevin prouvait que sa mère mentait. La photo de mon visage bleu éteignait Brianna. Cependant, pour garantir une victoire absolue dans le divorce et m'assurer de récupérer les 300 000 $ que mes parents avaient investis dans la maison, j'avais besoin de l'arme ultime. Quelque chose qui ferait taire définitivement Franck, le facteur le plus dangereux de cette équation. Soudain, j'ai eu une révélation si forte que je me suis redressé dans mon lit. J'avais oublié un détail crucial qui changeait tout le jeu. Un mois avant le mariage, mes beaux-parents avaient engagé des entrepreneurs pour rénover leur cuisine. Inquiète à l'idée que des inconnus se promènent dans la maison alors que les cadeaux de mariage s'entassaient dans le salon, j'avais personnellement acheté et installé une petite caméra d'intérieur Ring sur une étagère du salon. La caméra enregistrée en HD 1080p, avait un son cristallin et couvrait tout l'espace ouvert, de l'îlot de la cuisine jusqu'à la porte d'entrée. Parce que Kevin était paresseux quand il s'agissait d'installer de la technologie, le compte principal et le stockage en ligne étaient enregistrés entièrement sous mon adresse email et ma carte de crédit. J'ai rapidement pris mon téléphone et envoyé un SMS à Kevin. Même s'il était passé minuit, je savais qu'il était réveillé à jouer aux jeux vidéo. J'ai fait l'ingénu et lui ai demandé si la caméra du salon était toujours branchée, prétendant que je cherchais un bijou égaré et que j'avais remarqué que l'application m'avait envoyé une notification de coupure de courant la veille. Kevin m'a rapidement répondu « Oh, la caméra. Elle énervait mon père. Alors il l'a débranchée hier soir. Elle n'enregistre pas, va dormir, Alice. » En lisant son message, j'ai serré les dents. Kevin mentait pour protéger son père. Il savait que je n'étais pas là pour vérifier. Ce que Kevin ne comprenait pas, c'est que ce que Franck avait fait la nuit dernière n'avait aucune importance. Hier matin, le Wi-Fi fonctionnait parfaitement, ce qui signifiait que la séquence HD de l'agression avait déjà été automatiquement envoyée sur le serveur. Il savait exactement ce que je cherchais, alors il a inventé une excuse bidon de panne de réseau.
Mais Kevin était un très mauvais menteur qui ne comprenait visiblement pas comment fonctionnait les sauvegardes en ligne. J'ai ouvert l'application sur mon téléphone. Ignoré le direct et suis allé directement dans l'historique du cloud. Mon cœur s'est accéléré alors que je remontais au matin de la veille. J'ai trouvé la vidéo. Elle s'est chargée instantanément. Le son était si clair qu'on pouvait entendre le ventilateur de plafond tourner. Toute la scène s'est déroulée avec une clarté terrifiante. La dispute avec Brianna exigeant à manger et de faire sa lessive. L'incitation toxique de Patricia, les rugissements de Frank. Et le bruit écœurant et brutal de la gifle frappant mon visage. Même le tinté métallique du couteau jeté sur le comptoir en granit résonnait parfaitement. La douleur fantôme sur ma joue a réapparu, mais l'ivresse de la victoire l'a rapidement effacée. J'ai immédiatement téléchargé la séquence d'1 minute sur mon iPhone. Je l'ai sauvegardée sur mon ordinateur portable et je l'ai envoyée par email à l'avocat de mon père. Avec cette vidéo, la victoire inconditionnelle était entre mes mains. 3 jours après mon départ, la famille de Kevin a commencé à céder sous la pression de mon silence terrifiant. En fin d'après-midi, mon téléphone a sonné. Le nom de Frank est apparu sur l'écran. J'ai répondu sans même dire bonjour. À l'autre bout du fil, la voix grave et condescendante de Frank a résonné. Dégoulinante d'une autorité non méritée. Dis à ton père d'annuler tous ses projets, a-t-il grondé. Demain après-midi. Patricia et moi venons chez vous pour régler ce bazar. Nous n'avons pas le temps d'attendre pendant que tu fais tes caprices. Tu as fait ton effet. Maintenant. Il est temps de vous comporter en adulte. J'ai ri intérieurement. Il pensait encore avoir les cartes en main. Il croyait vraiment que faire le dur ferait reculer ma famille. J'ai répondu froidement, ma voix sans concession. Les portes de la maison de mes parents vous sont fermées. Si vous voulez négocier le règlement du divorce et la division de la maison de ville, nous nous retrouverons en terrain neutre demain à 14 h. Nous avons réservé une salle de réunion privée au Four Seasons du centre-ville. Si vous ne vous présentez pas, mon avocat déposera les papiers du divorce directement au tribunal. Accompagné d'une plainte dévastatrice pour agression et coups et blessures qui deviendra publique. Avant que Frank ne puisse bafouiller une réponse, j'ai raccroché. Le lendemain après-midi, mes parents, mon avocat et moi sommes arrivés à l'hôtel de luxe Four Seasons avec 10 minutes d'avance. Nous avions sécurisé une salle de réunion privée, offrant un contraste saisissant avec la triste réalité qui allait être exposée. Nous nous sommes assis d'un côté d'une longue table de conférence en acajou. Au bout de la pièce se trouvait un grand écran plat utilisé pour les présentations professionnelles. À 14 h précises, Frank, Patricia et Kevin sont entrés. Frank affichait une expression sévère, essayant de projeter de la dominance. Patricia balayait nerveusement du regard l'intérieur opulent et Kevin marchait silencieusement. Derrière eux, les épaules voûtées, incapables de me regarder. Alors qu'il s'asseyait en face de nous, Frank s'est raclé la gorge, se préparant à débiter un discours condescendant. Je ne l'ai même pas laissé prendre une respiration. Je me suis levé. J'ai branché le câble HDMI à mon ordinateur portable et j'ai dupliqué mon écran sur le grand téléviseur. J'ai regardé directement Frank. Avant que vous ne disiez un seul mot sur les valeurs familiales, écoutez et regardez ceci. Ai-je dit nettement. Cela fera gagner beaucoup d'heures facturables à mon avocat. J'ai appuyé sur lecture. Immédiatement, la vidéo cristalline de leur salon est apparue sur l'écran géant. Les gémissements de Brianna, les incitations de Patricia et les rugissements de Frank ont résonné dans la pièce élégante. Et puis, ce moment irréfutable où Frank balance sa grosse main et me frappe a été rejoué en haute définition. La vidéo s'est terminée sur le bruit du couteau touchant le comptoir. Un silence suffocant et pesant s'est abattu sur la pièce. J'ai débranché le câble et fermé mon ordinateur. La dominance répétée de Frank s'est complètement évaporée. Le sang s'est vidé de son visage, le faisant paraître vieux et terrifié.
Ses grosses mains, posées sur la table, se sont mises à trembler. La mâchoire de Patricia est tombée. Elle a fixé l'écran noir de la télévision, en hyperventilation. Kevin a caché son visage dans ses mains, complètement effondré. La vérité brute et inattaquable venait de briser leur fausse réalité. Le contrôle des négociations m'appartenait désormais entièrement. Le silence était lourd. Frank, le grand dur à cuire, tremblait maintenant comme une feuille. Terrifié par les conséquences juridiques de son agression capturée sur vidéo. Patricia s'essuyait continuellement le front moite avec un mouchoir. Ressemblant exactement à une criminelle prise la main dans le sac. Je ne leur ai pas laissé le temps de reprendre leur souffle. J'ai fait glisser un dossier de documents imprimés sur la table polie en direction de Patricia. La première page était une impression haute qualité du SMS de Kevin dans lequel il admettait que sa mère avait fabriqué l'histoire du couteau pour couvrir la gifle. J'ai croisé les bras, ma voix remplissant la pièce. La vidéo prouve l'agression. Le SMS prouve l'effort coordonné pour diffamer ma réputation. Mon équipe juridique a une copie de tout. Voici donc comment cela se termine. Demain. Je demande le divorce et j'engage des poursuites judiciaires complètes. À moins que vous ne acceptiez mes conditions aujourd'hui. En entendant les mots « divorce » et « poursuite judiciaire », Patricia a sursauté. Elle s'est penchée en avant, cherchant désespérément à se raccrocher aux branches. Alice, ma chérie. Tout cela peut s'arranger. Nous avions tort. Frank est tellement désolé. S'il te plaît. N'allons pas au tribunal. Un divorce après moins d'une semaine va nous ruiner. La maison. Les frais d'avocat, c'est trop compliqué. J'ai souri amèrement. Même maintenant, elle ne se souciait que de l'immobilier et de l'argent. J'ai fait un signe à mon avocat, qui a fait glisser les derniers documents financiers vers eux. J'ai regardé droit vers Patricia, étalant les chiffres. Le partage des biens n'est pas du tout compliqué. Nous avons acheté cette maison pour 5 millions de dollars. Mes parents ont apporté 300 000 dollars en liquide. Vous et Frank n'avez versé qu'une somme dérisoire de 60 000 dollars. Vous n'avez pas 300 000 dollars pour me racheter ma part. Par conséquent, j'exige que vous repreniez vos 60 000 dollars et que vous renonciez à tous vos droits sur la propriété. Kevin, tu vas signer un acte d'abandon de droit, me transférant la totalité du titre de propriété. Nous gardons notre argent. Vous récupérez votre petit acompte, et nous dissolvons ce mariage. La tête de Frank s'est redressée. Les veines de son cou saillant alors que la cupidité surmontait momentanément sa peur. Tu es devenue folle? Le marché immobilier de Chicago est en plein boom. Cet endroit vaudra 2 millions de dollars dans quelques années. Tu nous forces à repartir sans rien? Sans aucun bénéfice? J'ai frappé du plat de la main sur la table de conférence. Le fixant du regard. Frank. Vous avez commis des coups et blessures. Votre femme a commis une diffamation criminelle. Mon avocat a déjà préparé une plainte au civil pour agression et préjudice émotionnel intentionnel. Ce qui va ruiner vos économies de retraite. Si nous allons au tribunal, cet enregistrement deviendra public. Il finira inévitablement sur les blogs d'information locaux, détruisant irréversiblement le moindre reste de réputation qu'il vous reste. Vous pouvez prendre vos 60 000 dollars et signer ce papier devant notaire aujourd'hui. Ou nous nous retrouverons au tribunal pénal et civil. Où une ruine financière et sociale absolue vous attend. Le choix vous appartient. Kevin, qui était resté muet tout ce temps, a enfin pris la parole. Il a regardé son père, la voix teintée de désespoir. Papa. Prends l'argent et laisse tomber. Tu l'as frappé devant la caméra. Nous n'avons aucune défense. Je vais signer l'acte à Alice tout de suite. La lâcheté de Kevin jouait enfin en ma faveur. L'air a quitté Frank comme un pneu dégonflé. Il a baissé les épaules en signe de défaite,
hochant la tête en un consentement silencieux. Sans un mot, Kevin a pris le stylo de valeur et a signé les documents préliminaires pour le notaire. Avant de mettre fin à la réunion, j'ai posé une dernière condition. J'ai exigé que Brianna, la responsable de tout cela, publie personnellement des excuses publiques sur son profil Facebook et Instagram. Admettant qu'elle avait menti sur mon compte, et que cela reste épinglé sur son profil pendant 30 jours. Si elle le supprimait, la vidéo serait envoyée directement à ses groupes d'anciens élèves de sa fac. Patricia a grincé des dents, avalant sa fierté. Et a juré qu'elle forcerait Brianna à le publier le soir même. Les négociations se sont terminées par ma victoire totale. Je suis sorti du Four Seasons. Le chaud soleil d'été me chauffait le visage. Et j'avais l'impression qu'on venait de couper une chaîne lourde qui me serrait le cou. Le transfert de propriété a été signé rapidement et en silence. Terrifiés par la preuve vidéo, mes beaux-parents n'ont pas osé contester la moindre clause. 60 jours plus tard, lors de la première audience, le juge a prononcé le divorce par consentement mutuel sur la base de l'accord. Ils ont reçu leur chèque de 60 000 $. Et le titre de propriété de la maison de luxe a été transféré entièrement à mon nom. Brianna, humiliée, a dû publier des excuses platement formulées, lavant mon nom devant tous nos amis communs, après quoi elle a complètement verrouillé ses profils. J'étais officiellement une femme libre et indépendante. J'ai fait mes bagages, embrassé mes parents et emménagé dans ma magnifique nouvelle maison. Pendant mon premier week-end dans ce nouvel endroit, le silence était incroyable. J'ai ouvert en grand les portes de la terrasse pour laisser entrer l'air frais, voulant chasser les derniers restes d'énergie de cette relation catastrophique. La première chose que j'ai faite a été de m'attaquer à quelques cartons d'affaires de Kevin Kill. Avait réussi à déménager avant le mariage. Il était tellement déprimé et honteux qu'il les avait complètement abandonnés, me disant par SMS de tout jeter à la poubelle. Je me suis exécuté avec plaisir, jetant sans cérémonie son matériel informatique, ses vêtements et ses bibelots dans de lourds sacs poubelles. En vidant l'étagère supérieure du placard de la chambre principale, j'ai remarqué un ancien coffre en métal lourd et une boîte en carton abîmée poussée tout au fond du coin. Au départ, j'allais tout jeter, mais ma curiosité naturelle m'a fait hésiter. J'ai ouvert la boîte en carton en premier. À l'intérieur se trouvaient de vieilles figurines des années 90. Des bandes dessinées d'époque et un album photo en cuir décoloré. J'ai ouvert l'album. La plupart des photos étaient des polaroids effacés d'un petit garçon. J'ai immédiatement reconnu le sourire gauche de Kevin enfant. J'ai tourné la page et mes yeux sont tombés sur une photo glissée dans une pochette en plastique. La photographie montrait un Kevin de 7 ans debout à côté d'un homme grand portant un costume élégant des années 90. L'homme avait une mâchoire carrée, des yeux perçants et un sourire confiant. Ce qui m'a frappé, c'était la ressemblance saisissante entre cet homme et Kevin. La ressemblance était troublante, bien plus grande que celle que Kevin n'avait jamais eue avec Frank. J'ai sorti la photo et je l'ai retournée. Écrit à l'encre bleue effacée, on pouvait lire « Victor et Kevin 1998 ». J'ai froncé les sourcils. Cet homme n'était définitivement pas Frank. Qui était Victor? Pourquoi cela était-il caché tout au fond des anciennes affaires de Kevin? Guidé par un pressentiment, j'ai pris le lourd coffre en métal. Il n'était pas cadenassé. J'ai fait levier sur le loquet et j'ai regardé à l'intérieur. Il n'y avait pas d'argent, mais une épaisse enveloppe jaunie fermée par du ruban adhésif qui tombait en poussière avec l'âge. Précieusement, je l'ai déchiré et j'ai sorti un vieux morceau de papier recouvert d'une écriture hâtivée. Tremblante. Je m'assis sur le sol en chaîne, me concentrant pour lire la lettre, qui portait un sombre secret vieux de 20 ans. La lettre commençait par un appel désespéré. Frank, mon frère, au moment où tu liras cette lettre, les flics m'auront probablement déjà arrêté. Mes affaires et mes investissements sont partis en fumée et je risque une lourde peine de prison ferme. Mon seul regret est de m'être associé aux mauvaises personnes et de laisser mon fils derrière moi. J'ai retenu mon souffle. L'auteur de la lettre était Victor,
le frère aîné de Frank. Je me souvenais vaguement de quelques murmures étouffés lors du mariage à propos d'un oncle qui était allé en prison à la fin des années 90 pour des délits financiers ou de la fraude. Donc, l'homme sur la photo était Victor. J'ai continué à lire, mon pouce accélérant. Ils ont gelé mes comptes d'entreprise. Mais ils n'ont pas réussi à tout saisir. J'ai réussi à cacher une somme importante. Dans le coffre-fort enterré sous le vieux chêne dans ton jardin. Il y a $1 million en espèces et en pièces d'or. C'est l'économie de toute ma vie destinée à assurer l'avenir de Kevin. Sa mère est déjà décédée et je me retrouve incarcéré pour longtemps. Kevin n'a que 7 ans. Frank traite cet argent comme un fonds pour son avenir. Tu es son tuteur légal. Je t'en supplie. Gère cet argent correctement. Envoie-le dans une bonne université. Achète-lui sa première maison et fais en sorte qu'il ne manque jamais de rien. Alors que je lisais la dernière phrase, le papier a tremblé dans ma main. Un frisson m'a parcouru la colonne vertébrale. Le voile venait d'être levé. Kevin n'était pas le fils biologique de Frank et Patricia. Il était leur neveu, le fils orphelin de l'oncle Victor. Mais le cauchemar ne s'arrêtait pas là. $1 million en liquide et en or en 1998 représentait une fortune immense. Investi intelligemment sur 20 ans, cet argent vaudrait des millions aujourd'hui. Victor avait confié tout l'avenir de son fils à son frère. Mais qu'avaient fait Frank et Patricia? Tous les signaux d'alarme s'assemblaient soudain en un tableau cohérent. Kevin avait hérité d'une fortune géante. Pourtant, il avait grandi en portant des vêtements d'occasion et avait dû souscrire des prêts étudiants pour aller à la fac. Quand je le fréquentais, j'avais vu comment Frank et Patricia le culpabilisaient constamment. Lui soutirant son salaire d'informaticien pour payer leurs vacances. Prétextant qu'il leur devait bien ça pour l'avoir recueilli. Pendant ce temps, pour Brianna, leur fille biologique, ils avaient acheté une Mercedes neuve tout juste sortie de concession. Payé la totalité de ses frais de scolarité dans une université privée et financé son style de vie luxueux. Ils avaient constamment utilisé la manipulation psychologique. Nous avons sacrifié nos propres lives pour t'élever. Pour faire de Kevin leur distributeur automatique de billets obéissants. J'ai compris avec une clarté terrifiante que Frank et Patricia avaient déterré cet argent et volé le moindre centime. Ils avaient utilisé la fortune cachée de Victor pour élever leur propre train de vie et gâter Brianna. Tout en maltraitant psychologiquement l'héritier légitime et en le forçant à les rembourser pour sa propre éducation. Même si notre mariage était terminé, et malgré la lâcheté de Kevin, mon sens de la justice ne pouvait pas me laisser fermer les yeux. Je ne pouvais pas simplement partir en sachant qu'il vivait dans le mensonge. Manipulé par les monstres qui lui avaient volé sa vie. J'ai décidé de remettre cette lettre à Kevin et de le réveiller de son cauchemar. Le lendemain matin, j'ai envoyé un SMS à Kevin lui demandant de me rejoindre dans un café branché du quartier de West Lop. Kevin est arrivé pile à l'heure. C'était la première fois que nous nous voyions depuis que le divorce avait été finalisé au tribunal. Il avait l'air complètement dévasté. Il avait perdu du poids, ne s'était pas rasé et portait un sweat à capuche froissée. Il ressemblait à un homme vaincu par la vie. Il s'est assis en face de moi, évitant mon regard par honte. « Pourquoi tu voulais me voir ?» a-t-il demandé doucement. « Je loue un petit studio en banlieue maintenant. Frank et Patricia n'arrêtent pas de me crier dessus pour avoir perdu la maison. » Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai fouillé dans mon sac, j'ai sorti le coffre en métal et je l'ai posé directement sur la table. Kevin l'a regardé avec confusion. Je n'ai pas vu ça depuis que je suis gosse. C'était juste une boîte en fer blanc vide où je gardais mes cartes Pokémon et mes cartes de baseball. Pourquoi tu as apporté ça? J'ai plongé mon regard dans le sien. Ma voix portant le poids de la vérité. Ouvre-la. Elle a un double fond. J'ai trouvé quelque chose que tu as le droit de voir. Une vérité.
que les gens qui se disent tes parents te cachent depuis plus de 20 ans. Voyant mon expression sérieuse, Kevin a fait levier maladroitement sur le fond de la boîte. A retiré la plaque en métal rouillé et a trouvé la photo et l'enveloppe jaunie que j'y avais replacée. Il a sorti la photo de lui et de Victor. Ses mains se sont figées, ses pupilles se sont dilatées. Il était clair que ses souvenirs de cet homme avaient été délibérément effacés et manipulés. En tremblant, Kevin a sorti la lettre. Le café s'agitait en arrière-plan, mais à notre table, le silence était lourd. Ses yeux ont balayé les mots de son père biologique. Lorsqu'il a lu le passage sur la fortune géante et la supplique pour que Frank l'élève avec 7 argent, tout le corps de Kevin s'est raidi. Des larmes ont coulé de ses yeux, tombant sur le vieux papier. Il s'est pris la tête dans les mains. Un sanglot étouffé et agonisant a jailli de sa gorge. L'illusion de la famille aimante qu'il avait vénérée et crainte toute sa vie s'est brisée en un million de morceaux pointus. Je suis resté assise en silence, le laissant digérer cette trahison monumentale. Après quelques minutes, je me suis penché en avant, le ramenant à la réalité d'une voix ferme. Tu comprends maintenant pourquoi il te réclamait toujours ton salaire, ai-je dit clairement. Tu vois maintenant d'où Frank et Patricia ont sorti l'argent pour les voitures de luxe et les études de Brianna pendant que tu te noyais sous les dettes étudiantes? Tu ne dois absolument rien à ces gens. Ce ne sont pas tes parents. Ce sont des escrocs qui ont volé ton héritage. Est-ce que tu vas continuer à être leur souffre-douleur? Ou est-ce que tu vas te lever et réclamer justice pour ce qu'ils t'ont fait, à toi et à ton vrai père? Mes paroles l'ont frappé comme un choc électrique. Kevin s'est essuyé le visage. Dans ses yeux, qui avaient toujours été si passifs et couards, j'ai vu une étincelle terrifiante de rage pure s'allumer. Il a serré la mâchoire, agrippant la lettre fermement. Il était enfin réveillé. En quittant le café, Kevin était devenu un autre homme. Il a pris un congé sabbatique de son cabinet informatique et a immédiatement engagé un avocat d'affaires et financier impitoyable du centre-ville de Chicago. Armé de la lettre et de la photo, il a raconté toute l'histoire à l'avocat. L'avocat a élaboré un plan. Le délai de prescription pour un simple vol est complexe. Mais s'il pouvait prouver des années de fraude continue, de détournement de fonds et d'abus de confiance concernant des biens confiés à un mineur, ils avaient un dossier solide. Cependant, ils avaient besoin d'un aveu direct de culpabilité. Le soir même, Kevin s'est rendu au domicile de ses bourreaux. Avant de franchir la porte, il a ouvert l'application d'enregistrement vocal de son téléphone, a appuyé sur enregistrer et a glissé l'appareil en sécurité dans la poche de sa chemise. Dès qu'il est entré, Patricia, qui regardait la télévision, a poussé un soupir de dédain. Supposant que Kevin était revenu supplier pour obtenir une aide financière, elle est immédiatement passée à l'attaque. « Qu'est-ce que tu veux » a-t-elle persiflé. « Tu as laissé ta folle d'ex-femme voler notre investissement? Et maintenant tu viens en rampant. Nous n'avons pas d'argent pour te sortir d'affaire, Kevin. » Frank a pivoté dans son fauteuil inclinable, le foudroyant du regard. Kevin n'a même pas cillé. Il s'est calmement avancé et s'est tenu au-dessus d'eux. Ses yeux froids ont balayé les visages de ces monstres qu'il avait pris pour un imbécile. Il a tiré la lettre jaunie de sa poche et l'a jetée sur la table basse. « Je suis venu vous poser une seule question, » a-t-il dit d'une voix terrifiquement calme. En 1998, mon père, Victor, est allé en prison. Il vous a écrit qu'il avait enterré $1 million en liquide et en or dans le jardin pour mon avenir. Où est mon argent, Frank? L'atmosphère dans la pièce s'est effondrée. Patricia a octé, couvrant sa bouche avec sa main. Le visage de Frank est devenu aussi blanc qu'une feuille alors qu'il fixait l'écriture familière de son frère. Une panique totale s'est emparée d'eux. Il n'avait jamais imaginé que cette lettre existait. Patricia a commencé à bafouiller, revenant instantanément à son rôle de victime. Quel argent? Victor est allé en prison et t'a déposé chez nous. Tu as une idée de combien ça coûte d'élever un garçon? La nourriture,
Les vêtements, les médecins. Tout ce qu'il y avait dans ce coffre. Nous l'avons dépensé pour te garder un toit sur la tête. Tu nous dois tout. Frank. Essayant de reprendre le contrôle. S'est levé et a rugi. Espèce de petit ingrat. Nous t'avons élevé. Cet argent était la compensation pour t'avoir recueilli. Sinon, nous t'aurions jeté à l'assistance publique. Tu essaies de nous chanter la pomme avec un vieux morceau de papier d'il y a 20 ans? Leur crise arrogant et défensive constituait un aveu automatique d'avoir déterré l'argent et de l'avoir dépensé pour eux-mêmes. Et le téléphone dans la poche de Kevin enregistrait chaque syllabe avec un son parfaitement clair. Kevin a rattrapé la lettre sur la table, les regardant avec un dégoût pur. Vous avez volé l'argent de mon père pour financer des luxes et la fac de Brianna et vos propres vie confortable. Et ensuite vous m'avez maltraité psychologiquement, me faisant payer pour ma propre éducation. A-t-il sifflé entre ses dents. Vous me donnez la nausée. Vous aurez affaire à mon avocat. Il a tourné les talons et est sorti de la maison, laissant Frank et Patricia hurler de terreur derrière lui. Le lendemain matin, Kevin a remis l'enregistrement à son avocat. Une plainte au civil massive a été déposée devant le tribunal fédéral pour fraude. Abus de confiance envers un mineur, enrichissement injustifié et détournement de fonds. Simultanément, l'avocat a demandé des injonctions pour geler les comptes bancaires de Frank et Patricia, leur fonds de retraite, et a placé une hypothèque légale sur leurs propriétés pour les empêcher de cacher leurs biens pendant l'enquête. Le marteau de la justice allait écraser la famille. Le procès s'est conclu 1 an plus tard. J'ai assisté à l'une des audiences pour apporter mon témoignage sur la découverte de la lettre. Mais surtout pour regarder le karma à l'œuvre. La salle d'audience était imposante et austère. À la table de la défense, Frank et Patricia semblaient complètement détruits. Le stress du procès et leurs comptes gelés les avaient vieillis d'une décennie. Les cheveux de Frank étaient devenus complètement gris. Et sa posture arrogante avait fait place à une attitude voûtée et anxieuse. Patricia portait un chemisier bas de gamme effacé, dépouillé de ses vêtements de marque et de son faux charme. Dans la salle, Brianna pleurait en silence. Parce que les comptes de ses parents étaient gelés. Sa voiture de luxe avait été saisie et n'ayant aucun travail. Sa vie de princesse gâtée avait connu une fin brutale. Kevin était assis avec son équipe juridique. Il avait l'air très élégant dans un costume sur mesure. Il était posé et inébranlable. Les preuves présentées par son camp étaient dévastatrices. L'avocat a fait jouer l'enregistrement vocal de Frank et Patricia admettant explicitement avoir pris la fortune, mais le coup de grâce a été l'expertise comptable. L'avocat avait obtenu la levée du secret bancaire sur les comptes de la fin des années 90. Il a été prouvé que juste après l'arrestation de Victor, Frank avait commencé à effectuer des dépôts d'espèces massifs et à échanger des pièces d'or chez des bijoutiers locaux. Ils avaient utilisé ces fonds exacts pour rembourser le prêt hypothécaire de leur propre maison. Acheter un terrain à l'extérieur de la ville et constituer un fonds d'affectation impressionnant. Pour Brianna, il n'avait pas dépensé cet argent pour élever Kevin. Il l'avait utilisé pour s'enrichir tout en traitant Kevin comme un fardeau. Le jugement rendu par le juge a été sévère et sans merci. Frank et Patricia ont été reconnus coupables de fraude caractérisée et de détournement de fonds. Confiés. Parce que les biens volés auraient considérablement augmenté s'ils avaient été investis correctement. Sur 20 ans, le juge a ordonné une restitution financière colossale. Le tribunal a ordonné la saisie et la liquidation de tous leurs biens, leurs maisons, leurs économies de toute une vie et les fonds bloqués sur les comptes de Brianna, totalisant plus de 4 millions de dollars avec les intérêts, à verser directement à Kevin. Patricia s'est effondrée sur la table de la défense, en larmes. Frank est resté paralysé, fixant le sol alors que l'huissier leur remettait les papiers de saisie des biens. Brianna a hurlé dans la salle, réalisant qu'elle était désormais complètement ruinée et sans abri. La cupidité finissait par les dévorer vivants. Je suis sorti du tribunal.
J'ai pris une grande inspiration de l'air frais de Chicago et j'ai ressenti un incroyable sentiment de soulagement et d'apaisement. Quelques semaines plus tard, Kevin m'a demandé une dernière rencontre au bord de la promenade de la rivière. Quand je suis arrivé, j'ai été frappé par sa transformation. Il avait l'air en bonne santé, rayonnant et complètement libéré d'un poids. Il portait un t-shirt simple et son visage était détendu et souriant. Nous nous sommes assis sur un mur en pierre, regardant l'eau miroitante de la rivière. « Je voulais te remercier, Alice, » a dit sincèrement Kevin. « Si tu n'avais pas tenu tête à Frank et trouvé cette lettre, j'aurais passé toute ma vie à être leur esclave. Tu m'as sauvé. Avec l'argent de l'accord, j'ai créé une fondation au nom de mon vrai père pour aider les enfants issus de foyers difficiles, qui ont des parents en prison. Et le reste finance ma nouvelle vie. » J'ai souri. Véritablement heureuse pour lui. « Et c'est quoi la prochaine étape ? Tu retournes dans l'informatique ? » Kevin a secoué la tête. Un large sourire s'étalant sur son visage. « Je déménage à San Diego. J'ai trouvé les vieux journaux intimes de Victor. Il a toujours voulu vivre au bord de l'océan. Je vais y acheter une ancienne propriété sur la plage et ouvrir une école de surf et de location de paddleboard. J'en ai fini avec les écrans et les bureaux d'entreprise. Je vais vivre près de l'océan. » En regardant Kevin, j'ai réalisé que le traumatisme ne l'avait pas détruit. Il l'avait forgé pour faire de lui un homme indépendant. Notre court mariage catastrophique avait simplement été le catalyseur chaotique dont nous avions tous les deux besoin pour nous libérer et trouver nos vraies voies. Je l'ai serré dans mes bras pour lui dire au revoir. Bon voyage vers la côte, Kevin. Laisse toute cette obscurité derrière toi. Tu mérites la paix. Kevin s'est éloigné, marchant vers son nouvel avenir. Et je me suis concentré entièrement sur le mien. Après avoir fermé la porte sur le passé, j'ai mis toute mon énergie dans ma carrière. J'ai décroché de gros contrats marketing et, en 2 ans, j'ai été promue vice-présidente de la communication. Le succès financier m'a donné la liberté ultime d'une femme indépendante. Pour équilibrer le monde stressant des affaires, j'ai commencé à collectionner de l'art moderne. Un vendredi soir, j'ai assisté à un vernissage dans une galerie du centre-ville de Chicago. Je portais une robe noire élégante. En buvant du champagne, j'admirais une grande peinture abstraite représentant une tempête se déchaînant sur l'océan. Ces coups de pinceau turbulents sont très intenses. Mais regardez dans le coin supérieur droit. La lumière perce déjà à travers les nuages. A soudainement dit une voix chaude à côté de moi. Je me suis retourné. Là se tenait un homme grand, très séduisant, dégageant une aura calme et bienveillante. Il s'est présenté sous le nom de Matthew. Un architecte principal concevant des maisons écologiques de luxe qui se fondent dans la nature. Cette rencontre fortuite a marqué le début d'un nouveau chapitre magnifique. Matthew n'était ni bruyant ni agressif. Il était patient, chaleureux et profondément empathique. Nous avons commencé à sortir ensemble, passant nos week-ends à manger aux trucs gourmands le long du lac, à faire des randonnées dans les parcs d'État et à discuter pendant des heures. Quand j'ai finalement raconté à Matthew mon premier mariage chaotique, la gifle de Frank, le couteau de chef et l'intense bataille juridique, Matthew ne m'a pas jugé. Il ne m'a pas traité d'hystérique. Il a simplement tendu la main à travers la table, a pris la mienne et m'a regardé droit dans les yeux. Une femme qui refuse d'être une victime et qui se bat pour protéger sa dignité est exactement le genre de femme que je respecte, a-t-il dit doucement. Je suis désolé que tu sois passé par cet enfer. Mais je suis heureux que cela ait forgé la femme incroyablement forte qui est assise en face de moi. En ce moment, j'aime tout chez toi, Alice. Notre amour a grandi sur une base de respect mutuel absolu. 1 an plus tard, dans la magnifique maison personnalisée qu'il avait construite pour nous en banlieue, Matthew a posé un genou à terre et m'a demandé en mariage.
J'ai dit oui avec des larmes de pur bonheur dans les yeux. 5 ans ont passé en un clin d'œil. Nous avons construit une vie formidable qui est devenue encore plus parfaite avec la naissance de notre fille, Anna. Un week-end, j'ai emmené Anna dans une halle gourmande en plein air très tendance dans la ville. Alors qu'Anna mangeait joyeusement sa glace, j'ai remarqué une femme âgée, frêle et débraillée, en train de fouiller dans les poubelles de recyclage public derrière les restaurants, ramassant des canettes de bière et des bouteilles. Quand la femme a tourné la tête, mon cœur a raté un battement. C'était Patricia. Après avoir tout perdu suite au procès de Kevin et faisant face à des dettes fiscales pour blanchiment d'argent, Frank et Patricia avaient été laissés complètement démunis. Après une attaque d'apoplexie, Frank avait été placé dans la maison de retraite d'État la moins chère à la périphérie de la ville. Et Patricia vivait dans une chambre louée délabrée, essayant de survivre avec ce qu'elle pouvait glaner dans les conteneurs. Les yeux de Patricia ont croisé les miens. La femme arrogante qui avait autrefois exigé que je sois sa servante s'est figée. Une humiliation complète s'est lue sur son visage. Elle a lâché ses sacs en plastique remplis de canettes, s'est retournée et a pratiquement couru pour aller se cacher dans une ruelle. Je n'ai pas souri. Je n'en tirais aucune satisfaction. J'ai simplement serré ma fille un peu plus fort. Le karma est un comptable sans faille. Chaque dette finit toujours par être payée. Quelques mois plus tard, j'ai inscrit Anna à un cours de peinture dans un centre d'art communautaire à proximité. En attendant dans le couloir, j'ai remarqué l'assistante de le professeur, qui portait un tablier taché de peinture et transportait des pinceaux. C'était Brianna. Sans son fonds financier et ses vêtements de marque, Brianna avait l'air épuisée, mais nettement plus calme. Elle avait dû abandonner sa faculté privée et prendre un travail au SMIC juste pour survivre. Brianna m'a vu. Elle a hésité une seconde, puis s'est avancée vers moi avec un sourire timide mais sincère. « Salut Alice. » a-t-elle dit doucement. « Tu as une fille magnifique. » Le venin du passé avait été entièrement balayé par la réalité. Je lui ai répondu tout aussi chaleureusement. « Salut Brianna. Tu aimes travailler ici ? » « Oui, » a-t-elle répondu avec humilité. « C'est un travail dur. Mais je me suis inscrite à des cours du soir et je gagne mon propre argent pour les payer. Ça me donne un sentiment de satisfaction agréable. Et Alice, je suis vraiment désolé pour la façon dont je t'ai traité à l'époque. » J'ai hoché la tête, appréciant sa maturité. La ville avait violemment sorti de sa bulle de princesse gâtée. Et elle construisait lentement une vie honnête. Je lui ai souhaité le meilleur et je le pensais sincèrement. Cet été-là, nous avons pris l'avion pour Maui pour des vacances en famille. Assise sur la plage dorée à regarder Matthew apprendre à Anna comment construire des châteaux de sable, j'ai ressenti un profond sentiment d'harmonie. Mon téléphone a vibré. Une notification Instagram. C'était un message de Kevin. Il avait envoyé une photo de lui debout devant un magasin de location de sport nautique Prosper à San Diego. Il était très bronzé. Il souriait à pleines dents, son bras entourant une jolie femme qui tenait un nouveau-né. Son message disait : « Et Alice, nous venons d'accueillir notre fils dans ce monde. L'océan guérit vraiment tout. J'espère que tout va merveilleusement bien pour toi et ta famille. » J'ai montré la photo à Matthew. Il a souri, a pris mon téléphone et a répondu : « De très grandes félicitations de notre famille à la tienne. Nous te souhaitons tout ce qu'il y a de plus beau dans la vie. » J'ai posé ma tête sur l'épaule de Matthew, regardant les vagues se briser sur le rivage. En silence, j'ai rendu grâce pour les tempêtes douloureuses de mon passé. J'avais refusé d'être une victime et, grâce à cela, je m'étais forgé une vie remplie d'un véritable amour, de lumière et d'une paix absolue.